33 ans après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris, identification de 3 Palestiniens soupçonnés d'en être les auteurs. L'un d'eux vivrait même actuellement à Ramallah. Au lendemain du discours de Netanyahou au Congrès, les discussions sur le nucléaire iranien progressent difficilement. Nouvelle rencontre Kerry-Zarif prévue le 15 mars prochain. Ouverture à Boston du procès de l'attentat contre le marathon de cette ville qui avait fait 3 morts, plus de 260 blessés en 2013. Un seul des 2 auteurs est encore en vie, il risque la peine de mort. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. C'est un rebondissement inattendu dans l'enquête vieille de 33 ans, celle sur l'attentat qui s'était produit dans le restaurant Joe Goldenberg de la rue des Rosiers à Paris, en plein cœur du quartier juif historique de cette ville. C'était en 1982, attentat qui avait fait 6 morts et plusieurs blessés. Eh bien, 3 mandats d'arrêt viennent d'être délivrés il y a quelques jours par la justice française. Ils visent 3 Palestiniens. L'un d'entre eux vivrait même actuellement à Ramallah. On va évoquer donc cette enquête, cette piste donc palestinienne qui réapparaît alors qu'elle a déjà été évoquée. On va évoquer tout cela avec nos invités. En duplex depuis Paris, Alain Korkaz est avec nous et je le remercie car il est un des témoins directs de cet attentat. Il nous donnera son sentiment dans un instant. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Bonsoir. Et puis, je salue ici à mes côtés Olivier Rafovitch. Bonsoir. Vous êtes colonel de réserve dans l'armée israélienne. Vous connaissez bien évidemment tous ces dossiers de terrorisme. On sera également en ligne avec Alain Jakubowicz, qui est avocat de la LICRA en France, partie civile dans ce dossier, cette enquête qui dure donc depuis 1982 et qui vient de connaître un rebondissement important. Voilà, image très crue donc vous venez de voir de cet attentat qui date donc de 1982 et que je vous propose de vous remémorer en détail avec Léa Volbert. 33 ans après l'attentat de la rue des Rosiers, le juge antiterroriste Marc Trévidic délivre 3 mandats d'arrêt internationaux contre les 3 hommes suspectés d'être impliqués dans l'affaire. L'un se trouve actuellement en Cisjordanie, un autre en Jordanie, le dernier en Norvège. Tous étaient membres de l'organisation du Fatah Conseil révolutionnaire, un mouvement dissident de l'Organisation pour la libération de la Palestine. On reste très prudent parce que le temps qu'ils soient jugés, extradés... 9 août 1982, rue des Rosiers, en plein cœur du Marais. 5 hommes armés jettent une grenade dans le restaurant Goldenberg, emblème de la cuisine juive ashkénaze. 2 d'entre eux pénètrent dans l'établissement, ouvrent le feu sur une 50aine de clients. Le commando prend la fuite dans la rue des Rosiers, puis tire sur plusieurs passants. L'attentat dure 3 minutes. Bilan, 6 morts, 22 blessés. Et puis on a entendu l'horreur, les détonations, un grand silence, des cris après. On est sortis, on a vu les gens dans le restaurant qui ont été touchés par la barbarie terroriste. Jusqu'ici, l'enquête de la Direction générale de la sécurité intérieure n'avait rien révélé, mais un travail minutieux et de récents témoignages anonymes ont permis l'identification de ces 3 suspects. Le juge Trévidic doit réunir lundi les parties civiles. Pour le président de la LICRA, il s'agit de dire aux victimes qu'elles n'ont pas été oubliées et que tout sera fait pour que justice soit rendue. Alors, on va évoquer tout cela, évidemment, mais je vais me tourner tout d'abord vers Paris, où donc se trouve Alain Korkaz. Bonsoir une nouvelle fois. Merci d'être là pour évoquer ce souvenir qui, j'imagine, ne vous a jamais quitté. Racontez-nous déjà comment vous avez vécu cette horreur de très près à l'époque.
Oui, tout d'abord, bonsoir. Effectivement, ça remonte à peu près à plus d'une trentaine d'années. Je me souviens comme c'était hier, moi j'étais au bout de la rue des Rosiers. Ma mère était dans le magasin en train de livrer de la marchandise parce que nous étions les fournisseurs des restaurants Goldenberg. Au moment où la grenade a explosé, ma mère était derrière le comptoir. Et ça a duré à peu près quelques secondes jusqu'à plusieurs rafales de mitraillettes sont rentrées dans le magasin. Ma mère a réussi à s'enfuir derrière le comptoir qui avait une porte de sortie juste derrière le comptoir du restaurant Goldenberg qui donnait sur la rue des Rosiers. En s'enfuyant, elle est passée derrière le terroriste et elle a réussi à repartir immédiatement dans le magasin, dont le terroriste n'a pas manqué de lui courir derrière, mais heureusement pour nous, je pense que sa mitraillette s'est enrayée, il n'a pas pu ouvrir la salve qu'il a malheureusement ouverte sur d'autres gens dans la rue et qu'il y a eu effectivement plus de 6 morts. Est-ce que vous êtes surpris qu'il ait fallu autant de temps, 33 ans, c'est énorme, pour avoir 3 suspects identifiés avec des mandats d'arrêt délivrés aujourd'hui? Je suis très content que vous me posiez cette question. Je voudrais tout d'abord insister et remercier vivement le gouvernement français, la justice française et en particulier le juge qui a, pendant plus de 30 ans, pas une seule fois lâché prise pour ne pas arrêter l'affaire. Je trouve tout d'abord, c'est vrai que c'est 30 ans, ça fait quand même beaucoup. Mais au moins, on est arrivé à un certain stade où on peut peut-être éventuellement avoir une certaine justice. Mais ce qui est encore pire, c'est que 30 ans après, à Paris, à Vincennes, on a retrouvé exactement les mêmes horreurs, la même façon de penser, la même façon de faire, uniquement parce qu'on a un nom qui s'appelle juif. Et parce qu'on est des juifs, et c'est pour ça que l'antisémitisme en France, qui progresse de plus en plus, à arriver à un stade de non-retour. Restez avec nous. Je suis aujourd'hui très... Allez-y, finissez, allez-y. Je disais, et je suis très fier de pouvoir dire qu'enfin, eh bien peut-être, la justice va peut-être arriver au but qu'elle a toujours recherché. Alors vous restez avec nous, Alain Corcaz, vous êtes en duplex de Paris. Olivier Rafovitch est ici, donc colonel de réserve dans l'armée israélienne. C'est vrai que c'est un attentat qui est encore dans toutes les mémoires aujourd'hui. C'est l'époque de ces attentats commis par des Palestiniens, mais il a fallu 33 ans pour l'établir. Pourquoi ? On va commencer par le début. Abu Nidal, donc structure du Fatah, le comité révolutionnaire, donc une structure extrêmement violente qui a fait des attentats à Bologne, à Vienne, à Paris, plus de 900 morts tués par l'organisation d'Abu Nidal. Et la question que vous posez est une question, à mon avis, la principale. D'abord, malgré que les 3 terroristes ont été identifiés, ils n'ont pas encore été arrêtés. Donc, il se peut qu'il y ait encore beaucoup de temps, voire beaucoup encore de temps pour mettre ces gens-là en prison et évidemment les juger. Mais à mon avis, la chose ici intéressante est de savoir de quelle manière et pourquoi la France, qui a un très bon et très sérieux service de renseignement, la DGSE aujourd'hui fait un travail formidable contre l'islamisme, contre le terrorisme, n'ont pas été capables pendant 33 ans de mettre la main sur ces terroristes-là. Et à mon humble avis, encore une fois, il y a eu une période où, c'est pas un secret, la France avait des réseaux extrêmement puissants d'information, entre autres en Syrie. Et vous savez, lorsqu'on a des réseaux d'information, il faut parfois respecter des règles où certains réseaux protègent d'autres personnes pour éviter que l'information cesse d'arriver dans les centres d'analyse et de renseignement. Il n'est pas impossible, encore une fois, je dis ça avec beaucoup de réserve, qu'à une époque où les politiques de la France étaient différentes, où la France était un ami de la Syrie, du père de Bachar el-Assad, et également, à un moment donné, également du fils de Bachar el-Assad, il y a eu aussi des volonté de cacher, voire de ne pas arrêter certains terroristes dans différentes affaires. Encore une fois, nous sommes dans la possibilité. Aujourd'hui, la France est en guerre ouverte contre le terrorisme. Elle prend des nouveaux risques.
elle est en guerre ouverte, elle a déclaré la guerre à Al-Qaïda au Yémen, elle a déclaré la guerre à Daesh, elle a déclaré la guerre à tout terrorisme. On voit les cellules qui sont détruites au Mali et dans la région de Hakmi, donc en Afrique de l'Ouest. La France aujourd'hui prend une nouvelle politique agressive face au terrorisme. Et ce n'est pas tout à fait impossible de penser que la France aujourd'hui veut avoir une nouvelle politique. Et là, je voudrais également peut-être orienter la discussion vers l'Élysée. L'Élysée et M. Hollande, qui est le président de la France, a en fait véritablement le contrôle de la politique du renseignement et des alliances dans le renseignement militaire, sécuritaire et même politique. Et aujourd'hui, la France a choisi une nouvelle direction qui, à mon avis, est une très bonne direction dans la lutte des démocraties contre le terrorisme mondial, qu'il soit islamiste, et le terrorisme ancien. Et aujourd'hui, par la révélation des services de renseignement, il ne faut pas ici se leurrer, le juge qui fait un travail, comme on l'a dit, excellent, n'a pas pu tout seul, par un travail de justice simple, on va dire, recevoir les noms des assassins, des terroristes, sans qu'il y ait quelque part une divulgation et une aide de certaines sources donc, du renseignement pour que ces noms-là apparaissent et arrivent à la justice française. Donc la France aujourd'hui est en train de jouer un nouveau rôle dans la lutte contre le terrorisme. Le fait qu'elle ait divulgué donc qu'elle ait révélé les 3 noms de cet attentat antisémite à Paris dans le cadre du terrorisme palestinien de l'époque, Abu Nidal, c'était vraiment un nom de criminel international, fait que la France véritablement revient presque en tête de liste avec les Américains, avec Israël, dans la lutte contre le terrorisme, et elle n'a plus peur. Elle n'a plus peur de dévoiler les noms, elle n'a pas non plus peur de vouloir également chercher ces assassins. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, j'ai entendu dire que le plan Vigipirate et le plan antiterroriste a été rallongé en France. Donc il y a également d'autres mesures parce qu'il y a encore des craintes et des menaces en France. Et la France aujourd'hui est en guerre ouverte et je crois que c'est une très bonne chose à saluer avec des risques. Mais la France aujourd'hui prend ses responsabilités et je suis très heureux qu'on ait enfin pu mettre un nom sur ces assassins. Par contre, le fait qu'un des assassins soit aujourd'hui à Ramallah, qu'il ait, je crois, 55 ou 56 ans, tranquillement à Ramallah. Donc à quelques kilomètres de là, nous sommes ici à I-24 à Yafo. D'ailleurs, il faut savoir que Abu Nidal est né en 32 ou 37, je crois, à Yafo, à Jaffa. Donc pas loin d'ici du tout. Pas loin d'ici. Et il a été, il s'est suicidé, semblerait, en Irak en 2002, parce que les services de renseignement irakiens le pourchassaient. Tout cela réuni fait que nous avons ici affaire à une énorme histoire d'espionnage, de renseignement, de guerre secrète. Et aujourd'hui, la France remet sur la table ce qui n'avait pas été mis sur la table pendant des années. Et la France aujourd'hui dit aux islamistes, dit aux terroristes, dit à ses ennemis, à ses nouveaux ennemis, dit aux anciens réseaux, il n'y a plus maintenant de compte en amis. Et juste un dernier mot, si vous me permettez. Il y a quelques jours, des parlementaires français sont partis de leur propre chef visiter et le Hezbollah et Bachar el-Assad, au grand désaccord de l'Élysée et des parlementaires des mêmes partis. Il y a des réseaux avec des parlementaires encore en France et des gens en France qui veulent que ces réseaux continuent à être actifs. Et il y a une guerre interne dans le renseignement français pour que ces réseaux cessent d'exister et pour qu'on arrive à une autre politique. Et là, je crois que par cette divulgation aujourd'hui, nous sommes dans l'ouverture d'une nouvelle politique de la France et j'espère de l'Europe face au terrorisme international. Parce qu'il y avait la Syrie derrière. Parce qu'il y avait la Syrie derrière, et aujourd'hui, la Syrie est vue, et Assad en particulier, comme un ennemi qu'il faut abattre. Alors justement, il y a eu, je voudrais revenir vers vous, Alain Corcars, parce qu'il y a eu, durant ces 30 années, plusieurs pistes qui ont été évoquées. À un moment, on a même parlé d'un commando de terroristes composé peut-être d'Allemands de l'Est qui auraient été donc des agents de la Stasi, parce qu'il y avait effectivement à l'époque cette possibilité. Est-ce que vous vous souvenez, ou est-ce que votre mère se souvient justement du visage de ces hommes? Est-ce que pour elle, il s'agissait de Palestiniens? Parce qu'on en a parlé au début, puis plus après, puis de nouveau aujourd'hui. Je vais poser la question pas plus tard qu'il y a à peu près une demi-heure. Très difficile. Dans la mémoire d'une personne qui a passé à Auschwitz pendant des années et qui a survécu ça, c'est très difficile. Je pense, je lui ai posé à plusieurs reprises la question cet après-midi. Et malheureusement, elle n'a pas souvenance. Bon, c'est vrai que
Elle m'a dit si par hasard je les voyais en face de moi, peut-être que, mais je ne pense pas qu'elle ait souvenance exactement du physique de ces terroristes. Je voudrais rajouter un petit mot ce que le colonel vient de dire. Je pense aussi qu'en France, actuellement, à cause, et je dis bien à cause et malheureusement des attentats que nous avons vécus il y a à peu près 1 mois et demi, la France s'est un peu réveillée. Le gouvernement français, et je pense certainement les services secrets, etc., qui en décoîtrent, se sont réveillés en disant « nous avons un problème ». Et peut-être que, je dis bien peut-être qu'à cause de cette situation, il est possible que tout se dénoue de plus en plus aujourd'hui. Est-ce qu'Alain Corcaz, à l'époque, vous vous souvenez d'un climat qui était celui de la crainte justement des attentats? Est-ce que c'était déjà la même chose en 1982 ou est-ce que c'est pas comparable avec aujourd'hui à Paris? Absolument pas comparable, absolument pas. Il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucune crainte à l'époque. On n'avait pas pensé une seule seconde qu'il puisse y avoir un attentat quelconque. La crainte aujourd'hui était un multiplicateur de 10 ou par 1000 par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, je pense que la communauté juive, ou bien les juifs ont peur de marcher dans la rue, ou bien même les gens simples pour aller dans un magasin ont peur. À l'époque, pas du tout, absolument pas. Il n'y avait aucune crainte. Merci Alain Corcaz. On va regarder justement les éléments de l'enquête qui rebondissent aujourd'hui parce que cette enquête nous ramène à la fois à Ramallah mais aussi en Jordanie et en Norvège où vivrait l'un de ces 3 hommes. C'est un sujet préparé par Maxime Pérez. 32 ans d'enquête auront été nécessaires pour identifier les 3 suspects de l'attentat de la rue des Rosiers en 1982. Marc Trévidic, le juge d'instruction en charge de l'affaire, a délivré jeudi matin des mandats d'arrêt internationaux contre 3 Palestiniens résidant actuellement en Norvège, en Jordanie et à Ramallah en Cisjordanie. 2 d'entre eux seraient les auteurs de la fusillade à Paris qui a fait 6 morts, dont 2 Américains et une vingtaine de blessés. Les suspects sont d'anciens membres de l'organisation Abu Nidal, dissidente du Fatah. À son actif, des dizaines d'attentats à travers le monde, en particulier en Europe, des assassinats de diplomates au plus fort des années 70 et 80. Protégé par l'Irak de Saddam Hussein, puis le régime libyen du colonel Mouammar Kadhafi, le groupe Abu Nidal a été l'emblème du terrorisme international. Bien qu'il s'agisse d'une organisation particulièrement active, personne n'est parvenu à l'infiltrer jusqu'à la fin des années 80. Elle était quasiment impénétrable et il était très dur de recruter des informateurs. Et c'est aussi pour cette raison que ce groupe a pu réaliser autant d'attentats terroristes. L'un des suspects désormais recherchés se nomme Mahmoud Rader Abed Adra. Surnommé Hicham Harb, ce Palestinien de 59 ans vivrait aujourd'hui à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne. Se pose à présent la question de son arrestation ou pas par les forces de sécurité du président Mahmoud Abbas. Il est possible que l'autorité palestinienne apporte son assistance parce qu'elle souhaite être acceptée légitimement par la communauté internationale et parce qu'elle a longtemps considéré le groupe Abu Nidal comme une faction rivale. Il sera intéressant de voir si l'autorité palestinienne est prête à arrêter ce suspect qui est un Palestinien vivant sous sa juridiction. La progression de l'enquête a été rendue possible grâce à l'action d'une cellule de la DGSI. Selon des informations recueillies par Jean-Louis Bruguière, premier juge à avoir enquêté sur l'attentat de la rue des Rosiers, l'attaque aurait directement été commanditée par l'ancien dictateur syrien, Hafez el-Assad. Voilà donc pour ce que l'on sait de cette enquête qui n'est pas finie, donc Olivier Rafovitch. Maintenant, c'est une des questions qu'on vous pose et que vous posiez tout à l'heure. Déjà, est-ce que l'autorité palestinienne, à votre avis, va pouvoir répondre à cette demande d'arrestation émanant de la justice française? Est-ce que politiquement, c'est sensible ou est-ce que les Palestiniens vont... Je pense qu'ils ne vont pas l'arrêter. Je pense qu'ils ne vont pas l'arrêter. Je pense qu'ils vont dire qu'ils prennent note de la demande, qu'ils vont faire eux-mêmes leur enquête. Qu'ils sont une autorité souveraine, indépendante, qu'ils vont prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates, etc. Mais entre-temps, ce monsieur, cet assassin, ce terroriste va être, à mon avis, exfiltré vers la Jordanie ou autre part et il ne sera pas arrêté. Il n'y a pas un intérêt de Mahmoud Abbas de montrer aux autres groupes. Vous savez que le Hamas, le djihad islamique, ne sont pas vus comme des ennemis par rapport à Mahmoud Abbas. C'est-à-dire qu'il n'a, lui, aucune volonté d'arrêter aujourd'hui des gens qui sont soupçonnés d'avoir fait des attentats ou qui sont même vus comme des terroristes par d'autres États. Donc il a besoin aujourd'hui de montrer qu'il est le chef, c'est lui qui décide, et encore une fois il va faire ce que, à mon avis, les autres vont faire. Ils vont soit exfiltrer, soit prendre des notes et dire que peut-être après 30 ans il y a aussi le temps qui est passé et donc la loi palestinienne ne permet plus d'arrêter. Enfin, je veux dire, il va se passer quelque chose pour ne pas arrêter cette personne.
L'intérêt ici de cette information aujourd'hui, donc de la divulgation la révélation des trois donc, terroristes, c'est, je crois, d'abord avant tout la politique de la France. C'est fondamental de comprendre cela. Pendant des années, encore une fois, je le répète, la France, qui était très liée à des réseaux d'information en Libye, mais surtout en Syrie, a dû jouer une politique où elle était parfois volontairement obligée de ne pas arrêter ceux qui devaient être arrêtés. On a eu, nous, des cas en Israël où on a dû faire parfois le travail à la place des services de police et de justice de la France. Maintenant, ce n'est pas non plus impossible que la France demande l'assistance de l'État d'Israël pour l'arrestation de cette personne, puisqu'Israël est également capable d'arrêter, de mettre la main sur des terroristes dans les territoires, même sous contrôle palestinien. Il va se passer ici un jeu assez intéressant, mais tout cela fait qu'il y a ici, encore une fois, une nouvelle politique qui se met en marche, et nous devons attendre un tout petit peu. Je serais assez curieux de voir la réaction de l'Élysée. Je pense qu'il y aura sûrement une réaction, ou à la suite de questions de journalistes, de quelle manière l'Élysée voit la suite de cette révélation, qui va devenir un imbroglio politique avec la Jordanie, avec les Palestiniens, également avec la Norvège. Oui, parce qu'il y en a un qui est en Norvège. Donc tout cela réuni remet en fait beaucoup d'épices sur cette histoire qui aurait dû être déjà depuis assez longtemps terminée. La France est capable, elle a des très bons services de renseignement, elle avait été capable d'arrêter des gens lorsqu'elle le voulait, elle est même capable parfois d'éliminer des terroristes qui sont des dangers à la sécurité de la France. La France est capable de faire des grandes choses au niveau sécuritaire. Là, elle ne l'a pas fait pour des raisons qui sont propres à l'intérêt de l'État. À un certain moment, l'intérêt aujourd'hui est différent. Et c'est également un message qui passe à d'autres États et à d'autres groupes terroristes qui aujourd'hui menacent la France. Vous savez qu'il y a quelques semaines, un des chefs de Al-Qaïda au Yémen a été éliminé par un drone. On ne sait pas qui a fait. Mais en tout cas, c'était un chef qui avait lui-même commandé et commandité les terroristes de Charlie Hebdo et de Hyper Cacher à Paris. Donc, cette proximité entre l'élimination du chef de Al-Qaïda au Yémen et les assassinats de Paris montre que les pays, lorsqu'ils veulent faire justice et qu'ils veulent éliminer les terroristes, ils peuvent le faire. La France, il semblerait, l'a fait il y a quelques semaines au Yémen. En tout cas, c'est peut-être la France, peut-être d'autres, mais peut-être la France. Pour Abu Nidal, c'est une très bonne information, un peu tardive, mais comme dit le proverbe, vaut mieux tard que jamais. Alors, vous restez avec nous encore un instant, Olivier Rafouid. Je voudrais poser une dernière question à Alain Corcaz en direct de Paris avant de le libérer et de le remercier d'avoir été avec nous. Vous espérez qu'il y ait un jour un procès, que ces 3 hommes puissent être traduits devant la justice? Vous pensez que ce sera possible? Je le souhaite et je l'espère, évidemment. Mais le principal, c'est qu'ils ont été identifiés et j'espère qu'ils seront arrêtés. Évidemment, justice doit, comme vient de dire le colonel, il vaut mieux tard que jamais, mais justice doit être faite. C'est évident. Merci Alain Corcaz pour ce témoignage. Merci d'avoir été en direct de notre studio à Paris. Je rappelle que vous avez donc été un témoin direct de cet attentat. On est en ligne également avec Maître Alain Jakubowicz, qui est avocat de la LICRA, en direct avec nous depuis Lyon, partie civile dans ce dossier. Bonsoir. Bonsoir, en fait j'interviens non pas comme avocat, là je suis avocat, mais comme président de la LICRA. Voilà, mais c'est votre profession que je donnais, simplement. Absolument. Alors, la LICRA, donc partie civile dans ce dossier, est-ce que pour vous, pourquoi d'abord si tard à votre avis? Pourquoi 33 ans pour identifier ces 3 hommes? Parce que ça a été difficile, parce que de nombreuses pistes ont été lancées, parce que cet attentat n'a jamais été revendiqué, parce que la justice a fait un travail méticuleux, que, comme vous le savez, un certain nombre de pistes ont été envisagées, celle des Irlandais, qui étaient à l'époque effectivement sur le devant de la scène, celle de l'extrême droite néo-nazie, et puis celle évidemment des mouvements terroristes palestiniens. On sait d'ailleurs que des premières recherches avaient mené à un certain nombre de choses sur cette piste-là des terroristes palestiniens, qui finalement n'avaient rien donné. Il a fallu beaucoup de temps et puis sans doute beaucoup de persévérance et puis toujours un peu de chance, bien sûr, toujours également pour parvenir à ce stade. C'est long, effectivement, mais ça montre surtout que la justice est persévérante. Alors, aujourd'hui, il y a des mandats d'arrêt qui sont délivrés. Est-ce que vous avez espoir que ces 3 hommes puissent être vraiment un jour présentés devant la justice française? Mais vous savez, on se posait la même question à propos de l'attentat qui avait été perpétré contre la synagogue de la rue Copernic.
Et aujourd'hui, un homme a été interpellé, un homme a été extradé, un homme va être jugé. Donc bien sûr que cela va être encore très long, très difficile, puisqu'il va falloir que ces mandats d'arrêt soient mis à exécution. Il va y avoir bien sûr les problèmes de l'extradition. Bien sûr que s'agissant du suspect qui se trouve en territoire palestinien, ça ne sera sans doute pas facile. La Jordanie ne sera pas facile non plus. La Norvège, pas davantage, puisque le sujet en question a pris la nationalité norvégienne. Mais bon, voilà, je crois qu'il y a un certain nombre de démarches qui sont entreprises pour cette extradition et j'espère bien qu'elles seront menées à terme. D'un mot, Alain Jakubowicz, est-ce que le climat actuel qui règne en France avec ces menaces d'attentats, est-ce que tout cela a pu jouer un rôle à votre avis ou pas ? Non, je connais bien le juge Trévidic. Vous savez, le juge Trévidic est d'une persévérance incroyable et je crois qu'il faut lui rendre hommage. Il n'a jamais lâché. Vous savez qu'en 33 ans, il ne s'agit pas d'un crime imprescriptible, on n'est pas en matière de crime contre l'humanité. Ça veut dire que des actes interrompant la prescription ont été régulièrement pris et que le juge Trévidic a toujours refusé, lorsqu'il a repris le dossier, de le classer. Il a dit « nous y arriverons » et aujourd'hui, il est en passe d'y arriver. Donc, je crois que c'est un message très fort qui est lancé dans le climat que vous décrivez, le climat en France, le climat en Europe, le climat dans le monde. C'est un message qui est envoyé à tous les terroristes du monde en disant « vous n'aurez pas de répit, on continuera à vous rechercher, à vous traquer, à vous arrêter et à vous juger où que vous soyez, quel que soit le temps écoulé, dès lors qu'effectivement la justice aura fait son œuvre. » Je crois que c'est un message qui est extrêmement puissant et qui est important dans le contexte actuel que nous vivons. Merci beaucoup pour ce témoignage en direct, maître Alain Jakubowicz, président de la LICRA, qui est partie civile donc, dans cette enquête. Le mot de la fin avec vous, Olivier Rafovitch. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'à une époque où on va essayer d'arrêter des terroristes, aujourd'hui on négocie avec le plus grand État terroriste, avec l'Iran. Et on s'assoit et on discute avec le ministre des Affaires étrangères qui représente aujourd'hui un État qui soutient à bout de bras le Hamas, le djihad islamique et le Hezbollah. Et là, encore une fois, on voit que le monde ne comprend pas ou ne veut pas comprendre. Et de nouveau, c'est l'État d'Israël et les Juifs, puisque nous sommes malheureusement victimes de ce terrorisme-là, lorsqu'il est islamiste intégriste, sunnite ou même chiite, qui paye le prix. Donc nous devons être aujourd'hui extrêmement vigilants. Nous sommes très heureux de cette décision juridique qui, de vous à moi, ne peut reposer que sur une révélation et un soutien des services de renseignement, un très grand juge, mais sans l'information, le grand juge n'aura pas pu faire son travail de justice. Donc je pense qu'il y a ici une corrélation des deux. Mais, encore une fois, continuer à dire et à pointer du doigt que le terrorisme continue à être soutenu à bras-le-corps par l'Iran. L'Iran qui aujourd'hui négocie le nucléaire, négocie et continue à soutenir ce terrorisme-là, le plus grave et le plus dramatique, et le régime de Bachar el-Assad qui a tué 250 000 personnes en 3 ans. Ceci est une très grave chose, et j'espère que les choses évolueront, mais pour l'instant, ça n'en prend pas la route. Voilà. Merci beaucoup Olivier Rafovitch, merci pour ce témoignage. La suite du Grand Direct, c'est dans un instant, restez avec nous. « 33 ans après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris, identification de 3 Palestiniens soupçonnés d'en être les auteurs. L'un d'entre eux vivrait actuellement à Ramallah. Au lendemain du discours de Netanyahou au Congrès, les discussions sur le nucléaire iranien progressent difficilement. Une nouvelle rencontre Kerry Zarif doit avoir lieu le 15 mars prochain. Ouverture à Boston du procès de l'attentat contre le marathon de cette ville qui avait fait 3 morts et 260 blessés en 2013. Un seul des 2 auteurs est encore en vie. Il risque la peine de mort. Au lendemain donc du discours de Benjamin Netanyahou au Congrès américain sur l'Iran, il reste encore des défis difficiles à relever pour parvenir à un accord sur le nucléaire iranien. C'est ce qu'indiquent les Américains aujourd'hui, après une nouvelle réunion organisée en Suisse. Les 2 parties ont d'ailleurs prévu de se revoir la semaine prochaine. Les ministres occidentaux vont eux aussi se réunir sur ce sujet dès ce week-end à Paris. Léa Berdugout. Un discours à la fois tant attendu et décrié. Pour Barack Obama, Benjamin Netanyahou n'a rien proposé de concret devant le Congrès américain. Sur le problème principal qui est de savoir comment empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, ce qui les rendrait beaucoup plus dangereux et leur offrirait une bien plus grande latitude d'action dans la région, le Premier ministre n'a présenté aucune alternative viable.
Le Premier ministre israélien, lui, se défend de cette accusation. Il dit avoir apporté une solution pratique en 3 points. Premièrement, l'extension sur plusieurs années du seuil nucléaire de l'Iran, c'est-à-dire une prolongation du temps nécessaire pour produire l'uranium destiné à la fabrication d'une bombe si l'Iran ne respecte pas les termes de l'accord. Ensuite, il demande à Téhéran de cesser de menacer ses voisins et de financer le terrorisme. Et troisièmement, de ne plus menacer l'existence de l'État d'Israël. Pour les élus démocrates, le discours de Benyamin Netanyahou était tout simplement un théâtre politique. Du côté des républicains qui ont offert une standing ovation au leader du Likoud, la vie est tout autre. C'est un grand jour pour l'Amérique, c'est un grand jour pour Israël. Très franchement, c'est un grand jour pour le monde libre. Vous savez, on a l'opportunité d'écouter celui qui, je pense, est l'un des plus grands leaders actuels. Il ne vient pas ici pour parler d'Israël. Il n'est ni question d'Israël ni des États-Unis. Il est avant tout question de la menace à laquelle le monde libre doit faire face, l'islamisme radical et particulièrement celui qui vient d'Iran. L'Iran a vivement réagi à l'allocution du Premier ministre. Pour le ministère des Affaires étrangères, Benyamin Netanyahou est tout simplement un menteur. La répétition des mensonges est le thème récurrent de son discours. Par conséquent, il ne faut pas s'inquiéter. Et ne vous inquiétez pas, car ce n'est pas la première fois. Ce sont des accusations récurrentes de ce régime. Leur hostilité envers l'Iran a toujours été évidente au cours des dernières décennies. Mercredi soir, le secrétaire d'État américain a commenté les propos de Benyamin Netanyahou. Une reddition de l'Iran n'est pas une alternative à un accord, a déclaré John Kerry. Les négociations sur le nucléaire se sont donc poursuivies à Montreux. Il y a encore des défis difficiles à régler pour parvenir à un accord, a déclaré un responsable américain. De nouvelles échéances diplomatiques ont été fixées. John Kerry va rencontrer samedi ses homologues britanniques, français et allemands. Les prochains entretiens bilatéraux entre Américains et Iraniens auront lieu le 15 mars, probablement à Genève. Alors on va se rendre justement à New York, rejoindre notre correspondant aux États-Unis, David Benaïm. Bonjour David, merci d'être avec nous. On va évoquer justement comment la presse américaine, les médias ont jugé cette intervention de Netanyahou au Congrès. Bon, d'abord, il y a eu une énorme couverture médiatique ici aux États-Unis entre hier et aujourd'hui. Avant le discours, toutes les matinales des grandes chaînes offraient un segment spécial sur l'événement, le côté polémique et controversé de la situation, sans jamais apporter vraiment d'éléments sur la situation nucléaire iranienne ou sur le fait que Netanyahou soit à 2 semaines des élections en Israël. Après le discours, tous les journalistes et commentateurs précisaient l'aspect unique de la situation. Tout le monde s'attendait à un public conquis pour Netanyahou, mais jamais un dignitaire étranger n'avait reçu autant de standing ovation, d'applaudissements à la tribune du Congrès. Charlie Rose sur CBS comparait les images avec celles d'un président américain s'adressant au Capitole lors du State of the Union. Ce matin, à la une de la presse, on retrouve un Netanyahou triomphant, soulignant le bad deal, le mauvais accord, tout en reprenant les éléments de la réponse d'Obama sur l'absence d'alternative ou de solution apportée par Netanyahou. Un Premier ministre étranger invité par un congrès d'opposition pour critiquer la politique du président américain, ça a un côté insolite de la situation qui n'a pas échappé aux émissions satiriques du soir. Jon Stewart s'amuse dans le Daily Show en ironisant sur le chutzpah de Bibi. Ce qui est vraiment important de souligner, c'est qu'avant le discours, aucun des grands networks comme NBC ou ABC n'avait encore couvert les négociations en cours avec l'Iran. Et cette visite aura eu au moins un impact important sur le côté américain, c'est celui d'informer le grand public, d'initier des conversations sur le sujet qui étaient complètement absents jusqu'à présent. Alors David, il y a également peut-être aussi des conséquences politiques à attendre cette fois aux États-Unis de ce discours ? Il y a un impact immédiat d'abord, c'est que juste après le discours hier, à l'initiative de Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat, une loi va être soumise aux parlementaires dès la semaine prochaine pour impliquer le Congrès avant toute signature d'un accord avec l'Iran. L'autre effet potentiel du discours, il est plus subtil, c'est l'absence soulignée de plus de 50 parlementaires démocrates et les réactions mitigées sur l'essence du discours peuvent avoir des conséquences dramatiques pour l'élection présidentielle de 2016 ici aux États-Unis. Les 6 millions de juifs américains qui votent traditionnellement dans la grande majorité pour le camp démocrate et leur présence dans des États clés comme la Floride ou la Californie pourraient tourner en la défaveur des démocrates. Il y a une vraie grande absente de tous ces débats cette semaine, c'est vraiment Hillary Clinton. On n'a pas du tout entendu parler, on ne l'a pas entendu sur le sujet. Ce silence de la probable candidate à la présidence pour les démocrates
sur les négociations en cours pourrait jouer en sa défaveur lors de la campagne. Merci pour cette analyse donc en direct de New York. David Benaïm, correspondant A24 News. Une dernière minute en Syrie, attentat et combat dans la ville d'Alep, cette fois du côté, semble-t-il, de là où se trouvent les forces du régime. On signale des dizaines de victimes, notamment au siège du service de renseignement. L'offensive de l'armée irakienne, elle se poursuit autour de Tikrit en Irak. Cette ville est tenue par l'État islamique et les Irakiens tentent de la reprendre avec l'aide à la fois de la coalition internationale, mais aussi de milices chiites soutenues par l'Iran. Shai Ben-Ari avec Maël Benoliel. Une opération d'envergure, les forces irakiennes tentent de reprendre la ville natale de Saddam Hussein, Tikrit, des mains de Daesh. Sur le terrain, l'armée n'a pas encore investi la ville, mais poursuit ses efforts pour resserrer l'étau autour de Tikrit. Déjà, des combats ont lieu dans les villages et les villes situées au nord et au sud de la cité. Ce mardi, plusieurs zones à l'est et à l'ouest avaient été sécurisées. L'avancée est lente, les forces gouvernementales irakiennes se heurtent à une résistance farouche. Les terroristes de l'État islamique n'hésitent pas à avoir recours à des kamikazes, des snipers et des dispositifs piégés depuis le début de l'offensive ce lundi. Au total, plus de 30 000 hommes ont été déployés, un tiers de militaires, le reste étant composé de membres de milices chiites. Selon certaines sources, des gardiens de la révolution seraient venus d'Iran apporter leur soutien militaire aux Irakiens. Artillerie, lance-roquettes, drones de surveillance, une aide précieuse. Le général iranien Qassem Soleimani, commandant des forces Al-Quds spécialisées dans les opérations extérieures, serait également présent sur les lieux. Pas de quoi s'inquiéter selon le chef d'état-major des armées des États-Unis. À vrai dire, ce serait un problème uniquement si cela crée un certain sectarisme. S'ils agissent raisonnablement et débarrassent Tikrit de l'État islamique pour rendre la ville à ses habitants, ce serait globalement une bonne chose. Curieusement, les Irakiens n'ont pas pris la peine de tenir les responsables militaires américains au courant de l'opération de Tikrit. Nous tenons à vous assurer que le processus de libération sera entièrement irakien en termes de force, d'emploi du temps, d'armement et d'équipement. Les États-Unis auront finalement découvert la tenue de l'opération grâce à leurs drones de surveillance. Il pourrait s'agir d'une conséquence des tensions récentes entre les gouvernements irakiens et américains. En effet, un responsable américain annonçait récemment une offensive visant à récupérer Mossoul, prévue pour avril ou mai, une déclaration démentie peu après. Cette information était évidemment inexacte. Elle n'aurait pas été exacte non plus s'il devait s'agir d'une information destinée à la presse. Elle est donc fausse sur tous les plans. Pour l'heure, cette offensive à Mossoul serait prévue pour l'automne prochain, alors que certains s'inquiètent du climat de tension entre Bagdad et Washington. D'autres se félicitent de voir les forces irakiennes agir de façon indépendante et avec tant d'assurance. Un signe encourageant pour l'armée irakienne qui commence peu à peu à reprendre le contrôle d'une lutte qui n'en finit pas. Aux États-Unis, ouverture aujourd'hui du procès de l'attentat contre le marathon de Boston qui avait fait 3 morts et plus de 270 blessés en 2013. Un seul des 2 auteurs de l'attentat est encore vivant et il comparaît alors qu'un jury vient d'être constitué. Dzhokhar Tsarnaev, c'est son nom, risque la peine de mort pour cet acte considéré comme le plus grave aux États-Unis depuis les attentats du 11 septembre. Leslie Rezoug. Le principal accusé des attentats de Boston devant la justice. Ce mercredi s'ouvre le procès de Dzhokhar Tsarnaev. Le jeune Américain d'origine tchétchène est accusé d'être le principal auteur de l'attaque sanglante d'avril 2013. Il devra répondre d'accusations précises comme la pose de 2 bombes artisanales tout près de la ligne d'arrivée du marathon. Ces attentats, les plus graves depuis le 11 septembre aux États-Unis, avaient fait 3 morts et plus de 260 blessés. Si Dzhokhar Tsarnaev a décidé de plaider non coupable, il risque malgré tout la peine de mort. À l'ouverture du procès ce mercredi, la salle d'audience du tribunal était déjà prise d'assaut. Et pour les habitants de Boston, la culpabilité du jeune homme ne fait aucun doute. Il est définitivement coupable et il y a tellement de preuves contre lui et son frère. Ce que ces 2 individus ont fait à l'Amérique et au monde est incompréhensible. Cela ne fera aucun doute pour le jury. La justice devra désormais faire la lumière sur le déroulement des événements et sur les mois de préparation qui ont précédé. Autre enjeu, découvrir la personnalité du jeune homme et le rôle joué par son frère Tamerlan, tué quelques jours après l'attentat dans des affrontements avec la police.
Pour le moment, la ligne de défense des avocats de Dzhokhar Tsarnaev avance que Tamerlan serait le véritable instigateur de l'attaque. Une position difficile à défendre, mais il devrait tout tenter pour lui éviter la peine de mort. Réponse à la fin du procès dans 3 mois. Et toujours aux États-Unis, la peine de mort sera demandée contre le meurtrier de 3 étudiants musulmans sur le campus de Chapel Hill en Caroline du Nord il y a quelques jours. C'est ce qu'a annoncé le procureur aujourd'hui. En Ukraine, alors que le cessez-le-feu tient tant bien que mal, une tragédie vient à nouveau endeuiller le pays et relancer les tensions entre Russes et Ukrainiens. Il s'agit d'un accident dans une mine de charbon près de Donetsk qui aurait fait au moins 32 morts. Leslie Rezoug. Un accident récupéré à des fins politiques. Ce mercredi, une explosion de gaz au fond d'une mine de charbon a fait des dizaines de morts dans l'est de l'Ukraine. Selon les autorités locales, au moins 200 personnes travaillaient sous terre sur le site de Zasyatko quand la catastrophe a eu lieu. 5 personnes blessées dans la mine Zasyatko sont arrivées aujourd'hui. L'un d'eux est dans un état critique, il est totalement brûlé. Il a également été victime de dommages dus à l'inhalation de vapeur dégagée par la mine. 3 autres blessés sont dans un état grave, voire très grave. Le pourcentage de lésions de la peau est d'environ 70 à 80%. On ignore pour le moment si d'autres survivants se trouvent toujours sous terre. C'est loin d'être la première fois qu'un tel accident se produit dans cette mine, l'une des principales de l'est du pays. En 2007, un coup de grisou similaire avait fait plus de 100 morts. Très vite ce mercredi, le président Petro Porochenko a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Une journée de deuil national devrait être décrétée après la confirmation du nombre de morts. Les membres du Parlement ont observé une minute de silence à la mémoire des disparus. Mais après le recueillement, les autorités ukrainiennes n'ont pas hésité à lier l'accident aux troubles de la région. Proche de l'aéroport, le quartier de la mine se trouve depuis des semaines sous le feu des combats. Rapidement, le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk a accusé les séparatistes d'avoir empêché les secours d'accéder au site. J'ai donné l'ordre d'envoyer 6 brigades, chacune composée de 10 personnes, mais les terroristes russes ont empêché les brigades de sauvetage ukrainiennes de parvenir jusqu'au site et d'aider les mineurs. Ils les ont empêchés de les sortir de la mine et donc de les sauver. Alors que le cessez-le-feu négocié il y a plusieurs semaines à Minsk semble enfin se faire sentir sur le terrain, cet accident pourrait relancer les tensions entre le pouvoir central de Kiev et les séparatistes pro-russes dans le Donbass. Et en Russie, les services de sécurité affirment avoir identifié au moins un des suspects du meurtre de Boris Nemtsov, cet opposant assassiné vendredi dernier. Il aurait été victime d'un crime politique. C'est en tout cas ce que réaffirme aujourd'hui le président russe. Écoutez. La plus sérieuse attention devrait être portée aux crimes les plus graves, y compris ceux avec un sous-entendu politique. La Russie devrait être dépourvue de ce genre de honte et de tragédie, telles que celles que nous avons endurées et vues récemment. Je veux parler du meurtre éhonté de Boris Nemtsov dans le centre de la capitale. Et justement, en direction l'Azerbaïdjan à présent, cette ex-république soviétique située notamment à la frontière avec l'Iran et l'Arménie, qui est un pays musulman, mais qui entretient pourtant de très bonnes relations avec Israël. On va en parler. Et l'une des explications, c'est sans doute l'existence d'une communauté juive implantée, et c'est une particularité, dans les montagnes d'Azerbaïdjan. Reportage sur place de notre envoyé spécial Cyril Amar avec David Yahi. À première vue, c'est un village azerbaïdjanais comme un autre, avec ses toits en zinc ciselés et ses balcons en bois. Mais ici, dans le district de Kouba, au nord-est de la mer Caspienne, tout le monde connaît sa particularité. Kirmizi Kasaba, comprenez le village rouge en Azérie. Il abrite les derniers juifs des montagnes, appelés aussi juifs Djouhourou. Ce sont les probables descendants des 10 tribus perdues chassées par le roi Nabuchodonosor après la destruction du temple de Jérusalem au 8e siècle avant Jésus-Christ. Une histoire encore vivace dans les esprits des habitants. Nos ancêtres ont été dispersés dans le royaume de Babylone et certains se sont réfugiés dans le Caucase pour échapper aux persécutions. En 1742, un souverain éclairé du nom de Fath Ali Khan leur offre l'asile à l'emplacement du village actuel sur les rives de la rivière Goudial. Ici, à Kirmizi Kasaba, on parle djouhouri.
une langue composée à la fois de farsi, d'hébreu et de turc. Le djouri est le résultat de plusieurs centaines d'années d'immigration. Sous l'Empire perse, chez eux, les Juifs parlaient hébreu, mais puisque la majorité de la société persane parlait le farsi, les Juifs ont inventé une nouvelle langue. Une langue plurimillénaire, tout comme cet usage, inhabituel, qui consiste à se déchausser pour pénétrer dans une synagogue. Influence musulmane ou pas, difficile à vérifier, mais une chose est sûre, loin des tensions du Proche-Orient et de l'antisémitisme européen, ici à Kouba, musulmans et juifs chantent leur village comme un modèle de paix. La rivière du Goutial que vous voyez ici derrière moi est bien la seule frontière à séparer les 4000 habitants juifs de ce petit village de leurs voisins musulmans. Car ici, loin des crispations du Proche-Orient, les deux enfants d'Abraham sont résolus à vivre côte à côte, comme ils le font depuis des siècles. Dans ce dernier bastion, en contrefort du Caucase, les Juifs des montagnes ne sont plus que quelques milliers à résister à la tentation de l'exode. Dans les années 90, les autres avaient choisi d'immigrer vers Israël ou l'Amérique du Nord. Alors Cyril Amar, bonsoir. Vous revenez vraiment tout juste d'Azerbaïdjan. On parlait donc de cette communauté juive et ça explique donc ces relations très proches qui existent entre ce pays et Israël? Oui, très certainement. C'est un pont entre Israël et l'Azerbaïdjan. Alors de prime abord, quand on évoque dans un même souffle les mots Israël et islam chiite, on s'imagine tout sauf une relation harmonieuse. Je fais bien évidemment référence à l'Iran. Et pourtant, depuis l'indépendance de l'Azerbaïdjan en 1991, eh bien, l'État hébreu entretient des relations très fortes, des relations privilégiées avec cet État qui, comme son voisin du Sud, donc l'Iran, est un pays musulman à majorité chiite. L'ambassadeur d'Israël à Bakou, avec lequel je me suis entretenu il y a quelques jours, me disait qu'on pouvait se promener dans les rues de Bakou avec une kippa sur la tête ou même avec un drapeau d'Israël, et ce, en toute tranquillité, dans le contexte actuel de recrudescence de l'antisémitisme. C'est quelque chose d'assez déroutant, je dois dire. Ouais. Et donc il y a une coopération qui existe très forte? Alors 4 axes, Jean-Charles, axe politique évidemment. Pour la seule année 2014, le chef d'État azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré Binyamin Netanyahou, son ministre de la Défense Moshe Yaalon et son chef de la diplomatie israélienne Avigdor Lieberman. Avigdor Lieberman qui durant son mandat s'est rendu à 3 reprises à Bakou. Deuxième axe très important, c'est évidemment l'énergie. Tenez-vous bien, plus de 40% du pétrole consommé par Israël provient d'Azerbaïdjan via l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Céan, et un axe militaire évidemment, l'Azerbaïdjan qui est frappé d'un embargo par l'OSCE, notamment en raison de son conflit avec l'Arménie sur la région du Haut-Karabakh, a trouvé en Israël un fournisseur un peu moins regardant, et des ventes d'armes de millions de dollars par an se font chaque année avec Israël. De son côté, Israël souhaite créer, il faut bien le reconnaître, un axe anti-iranien avec l'Azerbaïdjan. Certains observateurs, il y a quelques années, avaient même révélé que le jour venu, Israël pourrait peut-être frapper à partir du sol azerbaïdjanais les installations nucléaires iraniennes, si toutefois, évidemment, le gouvernement israélien décidait de frapper unilatéralement l'Iran. Et puis enfin, diplomatique, un axe diplomatique, Bakou est convaincu qu'en se rapprochant d'Israël, eh bien, il va pouvoir peser sur le lobby juif américain pour contrecarrer le puissant lobby arménien justement sur cette région du Haut-Karabakh sur lequel il est en conflit avec l'Arménie. Merci beaucoup Cyril Amar, donc reportage que vous avez réalisé en Azerbaïdjan. L'avenir de l'autorité palestinienne en question durant 2 jours à Ramallah. Une réunion importante de toutes les composantes de l'OLP ainsi que des représentants du Hamas qui sont là pour évoquer les difficultés politiques et financières que rencontre l'autorité palestinienne, dont certains évoquent même une possible disparition. Elsa Mourgue. Quel que soit le dirigeant qui sera porté à la tête d'Israël après les élections du 17 mars, l'autorité palestinienne sera prête à négocier. C'est ce qu'a affirmé Mahmoud Abbas en ouverture du Conseil central de l'OLP qui se tient ce mercredi à Ramallah. Pendant 2 jours, cette instance de l'OLP doit évoquer l'avenir de l'autorité palestinienne, affaiblie financièrement et politiquement. Symbole de cette dérive politique, le Parlement palestinien ne s'est pas réuni depuis 2007. Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer ? Y a-t-il un espoir pour la paix ? À mon avis, nous devons analyser la situation actuelle pour au moins reconnaître le retour de l'autorité. Par exemple, comment pouvons-nous nous assurer que l'autorité va revenir ? Comment pouvons-nous nous assurer d'avoir une autorité palestinienne avec de l'autorité ? Et comment pouvons-nous nous assurer que tout le monde respectera l'engagement et pas seulement un seul côté ?
L'autorité palestinienne est incapable de payer ses 180 000 fonctionnaires, notamment à cause du gel d'avoirs de près d'1 demi-milliard d'euros retenus par Israël depuis que l'autorité palestinienne a demandé en janvier son adhésion à la CPI. L'autorité palestinienne, affaiblie financièrement, doit en plus faire face à des divisions politiques. Mais signe d'une détente dans les relations interpalestiniennes, 2 représentants du Hamas sont présents à ce conseil, alors que l'OLP regroupe habituellement toutes les organisations palestiniennes à l'exception du Hamas. Le conseil central de l'OLP est quand même miné par les divisions. Malgré la réconciliation du Fatah-Hamas de juin 2014, l'autorité palestinienne n'a toujours pas d'emprise sur la bande de Gaza d'où elle a été chassée en 2007. Bien qu'affaibli, Mahmoud Abbas a réitéré sa détermination à continuer son offensive diplomatique à l'international pour la reconnaissance d'un État palestinien. Et justement, près de 3000 femmes israéliennes, juives et arabes ont manifesté ensemble devant la Knesset aujourd'hui. Manifestation pour la paix, ou plutôt pour en finir avec la guerre qui coûte trop de fils à ces mères israéliennes. Reportage Shahar Peled avec Léa Berdugo. First, Iran. Second, Iran. À moins de 2 semaines des élections, personne ne semble vouloir parler du plus épineux des dossiers du Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien. Un sujet largement ignoré par les partis politiques, mais pas par quelques 3000 femmes israéliennes et palestiniennes. Nous faisons partie du conflit et nous voulons également faire partie de la solution. Le mouvement Women Wage Peace a été fondé il y a 6 mois, après 50 jours d'hostilité entre Israël et Hamas. Ces femmes qui veulent raviver l'espoir et empêcher une nouvelle guerre ont réussi à recruter plus de 10 000 adhérents à leur cause. Elles prônent une solution dénuée de toute violence, solution qui selon elles a disparu des programmes politiques. Un argument qui trouve un écho particulier en pleine campagne électorale. Nous, le peuple, devons influencer les partis politiques. Nous votons pour eux et nous les forcerons à conclure un accord de paix. Ce mouvement a lié des femmes à travers le pays et même du côté palestinien. Il rassemble le savoir, l'expérience et l'idéologie des femmes. Nous avons trouvé un terrain d'entente et nous croyons qu'il y a un besoin urgent de faire la paix. Pendant des mois, ces femmes de tout âge et de toute religion ont parcouru les rues du pays pour promouvoir un accord politique. Au lendemain du discours de Netanyahou au Congrès des États-Unis, au cours duquel il ne mentionne pas le conflit israélo-palestinien, elles ont entamé une marche vers le siège du Parlement israélien à Jérusalem. Elles ont appelé les politiciens à agir pour mériter leur voix. Leur mission, convaincre les candidats que le peuple exige un accord pour pouvoir enfin ouvrir une nouvelle ère. Et Benjamin Netanyahou y a fait allusion hier dans son discours au Congrès. La fête juive de Purim célèbre justement ce soir et demain le sauvetage de la communauté juive qu'un dirigeant de l'Empire perse souhaitait anéantir. Il y a de cela évidemment des siècles. Allusion évidente avec l'Iran d'aujourd'hui. Et pour cette fête, ce sont les déguisements qui sont de sortie en Israël. Dans les écoles, juifs, musulmans, chrétiens y participent tous ensemble de bon cœur, comme le montre ce reportage réalisé à Yafo, à Tel Aviv, donc avec Maël Benoliel. Juifs et arabes, main dans la main dans les rues de Jaffa, un moment rare à l'occasion de la fête de Purim. Comme tous les ans, cette école mixte organise son propre carnaval pour célébrer le miracle qui a sauvé les Juifs de Perse d'un massacre il y a 2500 ans. Une parade qui fait se mélanger élèves juifs et arabes, dont une grande majorité de musulmans. Et à l'heure de commémorer cette histoire biblique racontée dans le livre d'Esther, enfants, parents et professeurs se déguisent. Une coutume importante dans la tradition juive. Nous sommes très fiers. Il y a ici du respect, que ce soit dans l'éducation et dans le dialogue. Et regardez, vous ne pouvez même pas vous rendre compte de qui est qui ici. Tout le monde est ensemble, heureux de fêter Purim. Pour les enfants, un jour de fête n'est même pas assez. Il aurait fallu que ça dure une semaine. Et voici le maire qui m'appelle pour me prévenir de son arrivée. Allô ? Oui ? Et le maire, c'est lui, Ron Huldaï, venu donner le coup d'envoi de la parade. Il se prête lui aussi bien volontiers au jeu. Je suis heureux de voir toute cette joie dans cette école. Une école qui a d'excellents résultats et qui se développe et s'agrandit avec les années. Je suis heureux d'être là pour Purim. On peut se rendre compte à quel point il y a une véritable joie de vivre dans cette école.
Liesse et exubérance sont effectivement au rendez-vous dans les rues de Jaffa, ville symbole de cohabitation en Israël. Vous savez, moi je ne fais pas de différence entre juifs et arabes. Moi je vis dans la paix avec tout le monde et j'espère que c'est le cas d'un maximum de personnes. Que les autres s'inspirent de la cohabitation qu'il y a ici et tout ira bien. La fête de Purim symbolise la victoire du peuple juif sur leurs ennemis de l'époque. Mais aujourd'hui, ici à Jaffa, cette parade où enfants juifs et arabes défilent ensemble prouve surtout que Purim est l'occasion de se rassembler et de faire la fête. Voilà, on va se retrouver dans un instant pour une page spéciale élection israélienne, page spéciale qui durera 1 heure désormais chaque soir jusqu'au dénouement du 17 mars prochain, donc le jour des élections. Et puis ne manquez pas, ce soir, juste après le grand direct, donc dans un peu plus d'1 heure maintenant, eh bien, Focus, l'émission qui sera entièrement consacrée à l'Azerbaïdjan avec des reportages, des invités, réalisés par Cyril Amar qui nous présentait tout à l'heure l'un de ces reportages. Vous en verrez beaucoup d'autres face à ce pays qui possède des richesses pétrolières énormes et qui se trouve donc à un endroit stratégique puisqu'il est à la frontière avec l'Iran et l'Arménie notamment, et puis bien sûr ex-république soviétique. Focus, donc c'est tout à l'heure, juste après le grand direct. On va se retrouver dans un instant pour notre débat politique, les dernières nouvelles de la campagne en Israël, les tout derniers sondages d'ailleurs qu'on vous présentera dans un instant, juste après la pause. Restez avec nous, à tout de suite.